Plaisir de vous retrouver comme tous les soirs à partir de 19h et un plaisir également comme tous les soirs de partager le plateau avec Abdoulaye Mbow. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toi Nenaïcha et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Ils sont nombreux à nous suivre tous les soirs, comme vous l'avez dit, à partir de 19h et particulièrement les Sénégalais de la diaspora. Voilà, donc nous allons parler ce soir de cette restitution du sabre de El Hadj Omar Foutiyou Tall. Là, nous allons passer directement au débat. Emmanuel Macron s'était engagé à rendre à l'Afrique les dizaines de milliers d'objets de leur patrimoine historique et on l'a vu dimanche dernier, le Premier ministre français Édouard Philippe a symboliquement remis au président de la République le sabre de El Hadj Omar Tall, une restitution symbolique qui symbolise plutôt en tout cas mettre la domination ou bien même la spoliation coloniale. Oui, disons que on a plusieurs lectures à faire à travers cette restitution qui n'en est pas une, si j'ai bien compris. C'est un prêt suivi d'une restitution. Mais moi, je suis un peu perplexe déjà sur l'origine de ce sabre. Parce que ce qu'on nous a appris à travers les enseignements de El Hadj Omar Foutiyou Tall, si on nous dit qu'il a disparu dans les falaises de Bandiagara et que par extraordinaire on aurait retrouvé un sabre qui aurait appartenu à El Hadj Omar Foutiyou Tall, dans quelles circonstances, dans quel contexte, cette lecture-là en tout cas pose un débat, à savoir est-ce que réellement ce qu'on nous enseigne sur El Hadj Omar Foutiyou Tall, est-ce que c'est la réalité ou pas? Parce que moi, je suis un peu quand même partagé. Et si aujourd'hui je vois qu'on valide cette fameuse restitution par la présence de la famille omarienne, je suis un peu gêné. Je vous dis que je suis un peu gêné par rapport à ça parce que je ne crois pas une seule fois que ce sabre aurait appartenu à El Hadj Omar Foutiyou Tall. Parce que c'est une dimension mystique. Parce que El Hadj Omar Foutiyou Tall, pour qui le connaisse, ses enseignements, tout ça, il a une dimension tellement mystique que je ne pense pas que son sabre serait retrouvé entre les mains des Français. Alors, voilà, moi c'est cette lecture. Pour me permettre la relance avec votre permission, avant de venir à Abdoulaye, mais du point de vue de la symbolique, quand on dit que tel objet appartient à tel homme, à telle figure aussi emblématique, surtout celle-là de El Hadj Omar Foutiyou Tall, il est normal que la famille se déplace pour véritablement assister à la cérémonie de restitution. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit, mais c'est justement pour valider quelque chose. Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse très, très attention par rapport à ça, parce que on nous dit tout simplement on va restituer un sabre qui aurait appartenu. Moi, j'utilise le conditionnel parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une authentification concernant ce sabre-là, sur ce sabre. Oui, il valide, forcément, la présence de la famille omarienne permet de valider tout ça, cet événement. Parce que sinon, ça n'aurait pas de sens pour eux. Donc, c'est encore une fois de plus, c'est un système qu'on connaît de la France. Je ne suis pas là pour attaquer la France, mais en tout cas, moi, je suis un peu en tout cas, une fois de plus, assez... je suis gêné, quoi. Vraiment gêné, quoi. Du fait que justement la famille omarienne avait même demandé la restitution de ce sabre qui appartenait, selon toujours les dires, à Thierno El Hadj Omar Foutiyou. El Hadj Omar Foutiyou, mais qu'il avait légué à son fils. Donc ça montre un peu l'existence justement de ce... Non mais c'est ce qu'on dit en fait. Mais il lui aurait légué ça dans quelles circonstances? Parce qu'on nous dit, mais quelqu'un qui était dans le cadre d'un combat a disparu dans les falaises de Bandiagara, comment il aurait pu léguer ça? Vous voyez, maintenant, si on va sur le plan purement juridique, c'est autre chose. Vous voyez, quelqu'un qui fait un combat et qui disparaît. Et qu'est-ce qu'on dit? Il a pris la fuite, il y a tout ça, il y a tout ce contexte-là. Moi, je ne veux pas aller dans ce sens-là, parce que cette dimension mystique de El Hadj Omar Foutiyou Tall m'interdit de penser que ce sabre-là lui aurait appartenu. Okay. Voilà. Alors, Abdoulaye, votre point de vue par rapport justement à ce débat autour du sabre, de ce fameux sabre, j'allais dire, qui appartient ou qui aurait appartenu à El Hadj Omar Foutiyou Tall? Nous avons 4 lectures à faire par rapport à cette situation. La première est que le sabre était déjà dans la musée des civilisations de l'Afrique noire de Dakar déjà. L'autre aspect est que hier,
l'imam de la grande mosquée oméenne a bien détaillé que le vrai sabre de El Hadj Omar est à Bandiagara. Voilà. Donc il faut rappeler à notre population, à la jeunesse africaine, que la France n'a pas vaincu El Hadj Omar. C'est ça. La France n'a pas vaincu El Hadj Omar. C'est aussi symbolique. Tantôt vous parlez de symbolisme, ça aussi c'est un message à passer à la jeunesse africaine. L'autre chose est que c'est un prêt. Il faut dire les mots tels qu'elles sont. Pour l'instant, le Sénégal n'est pas encore entré en possession de ce sabre. C'est un prêt pour l'instant de 5 ans. Même si des économistes comme Felwine Sarr ont dit qu'il y a de fortes probabilités que ce sabre reste au Sénégal. Même si la durée est atteinte, on peut renouveler cela. Mais pour l'instant, il faut dire les mots tels qu'elles sont. Ce sabre a été prêté à l'État du Sénégal. Il faut que les députés, sûrement, Maître va revenir sur cela, en attendant que les députés du Parlement français votent une loi pour la restitution définitive. L'autre aspect, la plus importante de cette affaire, c'est que c'est un mode opératoire connu par la France. Ce sont des techniques de manipulation taillées sur mesure pour l'Afrique de l'Ouest, utilisées par la France. Nous nous rappelons qu'en 2018, le 3 février 2018, lors de la visite de Emmanuel Macron à Dakar, le jour où on avait même 26 arrestations, 21 à Dakar, 5 à Yarakh, pour protester contre le néocolonialisme français en Afrique. Donc ce jour-là, si on se rappelle bien, le président français avait offert 15 millions d'euros à Saint-Louis pour derrière signer 2 juteux contrats, dont l'un, le fameux terre, que nous allons revenir dans amplement, l'autre, c'est Font-Roche, qui était au bord du gouffre, mais qui a été relancé avec la commande de 50 000 lampadaires pour le Sénégal. Donc cette fois-ci, la France aussi a utilisé des techniques de manipulation. C'est pourquoi vous avez vu le titre du journal Le Monde. Édouard Philippe vend des sabres. Édouard Philippe rend des sabres pour vendre des missiles. Cette fois-ci, c'est le sabre qui a été utilisé pour commettre un énième crime économique. Un énième crime économique à travers les 6 contrats qui viennent d'être signés. Et ces contrats-là, qui d'après moi, en tant qu'économiste, nous allons y revenir, un des contrats parmi les 6 mérite d'être revu dans la table. Il est bon de rappeler justement que, et par la voix de Thierno Seydou Nourou, imam de la grande mosquée omarienne, il a dit justement dans la salle des banquets du palais présidentiel que ce sabre n'appartenait pas à El Hadj Omar, mais plutôt à Ahmadou Cheikhou, et que le véritable sabre de El Hadj Omar Foutal est à Bandiagara. Je rappelle, avec la permission d'un aîné, que ce débat s'était posé dans les années 90, et je me rappelle que Feu, le professeur Sow du département d'histoire, paix à son âme, disait que El Hadj Omar Foutal ne portait jamais de sabre, il n'avait que son chapelet par rapport à sa dimension mystique, mais à son élévation spirituelle, pour avoir atteint les degrés les plus élevés des gnostiques. Donc, ce sabre n'appartient pas à El Hadj Omar Foutal. C'est ça. Ben, je suis convaincu, moi, en tout cas, quelque part de ça. Parce que c'est encore, une fois de plus, bercer les gens, leur faire croire à cette technique illusoire pour les amener à épouser une cause. La cause de cette France qui est là pour aider l'Afrique. Mais je pense que cette façon de créer un événement autour de ce sabre, c'est trop gênant. Moi, j'estime que les Sénégalais ne devraient pas, enfin, les autorités sénégalaises auraient dû faire attention et surtout séparer les événements. Et si c'était une restitution d'un sabre qui aurait appartenu peut-être à El Hadj Omar Foutiyou-Tall, je pense que, à mon avis, ça n'aurait jamais dû être fait en public pour moi. Parce que quand même, ça a une connotation, ce sabre. Vous voyez, c'est une connotation, et qui connaît El Hadj Omar Foutiyou-Tall sait qu'il n'est pas dans cette logique-là. C'est-à-dire cette logique d'échange avec le colon, cette logique de compassion avec le colon. Or, en l'espèce, on a l'impression que c'est ça. C'est-à-dire qu'on vous restitue le bien qu'on aurait pris de votre guide spirituel, et ça a une connotation. Il ne faut pas aussi qu'on oublie cela. Il y a une lecture à travers ça, une lecture des Français à travers cette restitution-là. Et malheureusement, encore une fois de plus, nos gouvernants ne font pas attention à cela. Les symboles sont importants. Alors oui, les symboles sont importants. On parle de restitution. Alors oui, justement, restitution qui fait aujourd'hui débat parce qu'on soutient que c'est l'arbre qui cache la forêt. On a parlé de restitution, mais d'une autre part, il y a eu des accords qui ont été signés. Oui, mais justement, c'est Amadou et le peuple pour derrière. Ils pensent peut-être qu'en
La France, hein, c'est en tout cas endormir les gens sur des événements culturels et ensuite après aller sur le plan économique, frapper fort. Et quand je lis par exemple dans le journal Le Monde, justement auquel vous avez fait référence tout à l'heure, sur la balance commerciale qui est de 800 millions, je crois, d'euros, mais le Sénégal a gagné quoi dans cette histoire? Moi, je ne sais pas. Et à mon avis, ils n'ont pas gagné parce que l'industrie sénégalaise n'est pas au point qu'elle puisse rivaliser avec l'industrie française. En tout cas, c'est la France qui a gagné dans cette histoire-là. Donc là, c'est des symboles et on utilise encore une fois de plus ce genre de symboles-là pour, en tout cas, amadouer le peuple sénégalais et l'amener à avaliser ce qui est en train d'être fait. Moi, je trouve qu'il fallait dissocier les deux. Il fallait dissocier cet événement-là avec la signature du contrat. C'est vrai que si on va directement vers la signature du contrat, c'est vrai que ça aurait pu amener les gens à se poser des questions. Voilà, peut-être en tout cas, ça fait partie des éléments qui peut-être ont poussé les autorités à lier les deux pour masquer l'autre. Justement, des questions qu'on se pose, Abdoulaye, avec ta permission, parlant des accords signés, on parle de renforcer, tenez-vous bien, l'arsenal militaire et qui permettront de protéger justement les infrastructures pétrolières et gazières. Alors, on parle aussi de missions de lutte contre la pêche illégale. Alors, qu'est-ce que tout cela veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Déjà, avant d'en venir au contrat, juste rappeler qu'il ne faut pas occulter le fait que le président Macron, après son élection, a eu à constituer un conseil, un cabinet de conseil en Afrique, constitué majoritairement d'Africains. Donc, ce modèle d'opération, cette technique de manipulation que nous venons de voir est taillée sur mesure, dans la mesure où les gouvernants français savent qu'actuellement la jeunesse africaine est mobilisée. La jeunesse africaine dit partout, France dégage. Donc cette fois-ci, pour amadouer cette jeunesse, pour contourner cette jeunesse, et la meilleure manière de contourner cette jeunesse en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, c'est d'utiliser la religion. Et c'est pourquoi cette fois-ci, ils ont ramené un sabre qui n'est pas celui de El Hadji Omar pour derrière commettre un énième crime économique. Pour en venir à votre question, le FRAPP, France Dégage, étant une organisation responsable, a sorti un communiqué à 24 heures de la visite du gouvernement français au Sénégal pour dire les vraies raisons, pour anticiper sur les vraies raisons de la visite du gouvernement français au Sénégal. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Le gouvernement français et le patronat français ne se sont pas déplacés au Sénégal pour simplement rendre ce sabre, soi-disant, de El Hadji Omar Foutiyou Tall. Donc il faut dire les vérités telles qu'elles sont. C'est pourquoi le FRAPP, dans ce communiqué, a dit clairement que ce sera le moment de renforcer le néocolonialisme économique, militaire, politique et culturel. Et le temps nous a donné raison, parce que parmi les 6 contrats qui ont été signés, vous avez fait allusion à celui qu'on a signé avec Kership et avec MDBA. Donc concernant ce contrat que nous avons signé avec Kership du moins, donc je dis clairement que le syndrome du surcoût du terre va se reproduire au Sénégal. Et là, nous attirons l'attention des journalistes et des acteurs de la société civile, comme le FRAPP France Dégage, pour dire les vérités telles qu'elles sont, pour amener nos dirigeants à divulguer ces contrats. Parce que nous ne pouvons pas concevoir le président d'un des groupes constituants de l'entreprise Kership, Alfred Pirou, dire clairement, après cette cérémonie, que cette acquisition de 3 patrouilleurs sera évalué à des centaines de millions d'euros, ce qui est totalement faux. Parce que si vous allez dans le site du Kership, le Sénégal va acheter la 4e qualité des patrouilleurs qui seront là pour sécuriser les côtes sénégalaises avec le pétrole et le gaz. Donc ce sera la 4e qualité parce que c'est un OPV 58. La première qualité, c'est un OPV 90. Après vient un OPV 75. Après vient un OPV 70. Ensuite, OPV 58, OPV 52 et OPV 45. Cette fois-ci, le Sénégal a utilisé le OPV 58. Et si nous savons que OPV 90 est la première qualité, tout récemment, l'Argentine a fait une commande à cette même entreprise Kership pour 4 patrouilleurs de nature OPV 90 à hauteur de 319 millions d'euros. Donc on peut dire que l'unité équivaut à 79 millions d'euros. Donc cette fois-ci, si le Sénégal achète un OPV 58 et derrière le Chypre actuellement est en négociation avec cette même entreprise pour l'OPV 52 qui est la 5e qualité, pour 2 OPV à hauteur de 75 millions d'euros, donc on peut dire qu'un OPV 52 va coûter 37 millions d'euros. Donc forcément, les acquisitions de ces 3 patrouilleurs sénégalais OPV 58 ne peuvent en aucun moment dépasser 150 millions d'euros. Donc le président Pirou a dit faux en disant que ce sera des centaines de millions d'euros. Donc c'est pourquoi le FRAPP
va demander des comptes par rapport à cela, nous invitons aussi les journalistes à interpeller les autorités étatiques pour qu'ils puissent divulguer ce contrat et dire non au surcoût. Parce qu'actuellement, nous avons le syndrome du terre. Au début, on nous avait vendu le terre à 569 milliards. Actuellement, nous en sommes à plus de 1500 milliards. Récemment, l'Association des maires du Sénégal a boudé parce que les chantiers du PUDC et de la Promoville, les budgets qui devraient être alloués à ces chantiers de l'État ont été transférés à cette terre qui continue de consommer les maigres ressources financières du Sénégal. Donc je pense que c'est une technique bien connue par la France. Donc nous allons continuer à sensibiliser la population parce que ce que nous voyons actuellement, c'est la continuité du néocolonialisme. Nos dirigeants en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest, s'entêtent à ne pas écouter le message de la rue. Et ce message de la rue-là, c'est ce message qui commence à envahir le continent. Tout récemment, vous avez vu un célèbre artiste du nom de Salif Keita faire une sortie directe pour interpeller Ibrahima Boubacar Keïta. Donc je pense que c'est ce message-là que la France doit recevoir. Parce que c'est ce message qui permettra à la France d'être stable et d'être dans des partenariats gagnant-gagnant avec l'Afrique, plus particulièrement avec l'Afrique de l'Ouest. Mais quoi qu'on puisse dire, est-ce que c'est la France qui est responsable ou est-ce que c'est la France qui devrait être pointée du doigt? Je pense que ce n'est pas la France qui vient et qui dit « donnez-moi par force ». Est-ce qu'il n'appartient pas justement par rapport au développement fait par Abdoulaye que les dirigeants africains aillent dans le sens véritablement de changer de paradigme? Mais je suis parfaitement d'accord avec ce que vous venez de dire, parce que quand même, comme on a souvent l'habitude de le dire, hein, un pays n'a pas d'amis, le pays n'a que ses intérêts à défendre. Mais quand même, la France n'est pas venue comme ça pour dire « allez, je vous force la main, on va signer des contrats ». Non, c'est parce que quand même, peut-être la France n'a pas trouvé de répondant. Oui, parce que quand même, il faut pas oublier qu'aujourd'hui, le Sénégal, moi je prends l'exemple du Sénégal, quand vous allez à l'extérieur, vous avez des Sénégalais qui travaillent dans des structures, qui connaissent quand même les techniques de négociation, tout ça, mais le problème auquel nous on est confrontés ici en Afrique, c'est qu'à un moment donné, on a toujours ce complexe vis-à-vis du blanc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas, on a l'impression qu'ils ont peur de négocier. Ils ont peur. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire quand ils arrivent devant à la table des négociations, on a l'impression voilà, ils ont peur. Non. Il y a des pays anglophones, prenez le Ghana, tout ça, mais c'est des pays qui disent non. Nous, d'abord, ce qui se passe aujourd'hui, nous, c'est les intérêts de notre pays que nous essayons de faire passer. Mais le problème de chez nous, aujourd'hui, on a l'impression que on couche devant tout. Hein. La France impose quelque chose et puis ça passe. Or, la France a besoin, il ne faut pas l'oublier, la France a besoin du Sénégal. Et elle a besoin de, quel que soit ce qu'on peut aujourd'hui avancer comme argument en disant que oui, mais c'est nous qui sommes demandeurs. Non, mais non, la France ne peut pas vivre sans l'Afrique, surtout l'Afrique occidentale. Et l'Afrique occidentale peut-elle vivre sans la France quand on sait qu'il y a des opérations militaires, je fais allusion à l'opération Barkhane ou à l'opération Serval, il a fallu que la France intervienne pour que véritablement les djihadistes soient... Non mais je suis d'accord, c'est-à-dire que nous sommes à un niveau aujourd'hui de coopération où tout est imbriqué, c'est-à-dire que la France ne peut pas aller sans l'Afrique. Ça, tous les hommes politiques français le disent et ils le savent. Ils le savent. Ça ils font juste, comment dirais-je, ils parlent comme ça justement pour les besoins liés à l'opinion publique française. Mais en réalité, c'est qu'ils ne peuvent pas aller sans nous. Et le sachant, je crois que nos dirigeants devaient quand même prendre la mesure de l'importance que nous avons vis-à-vis de la France. Parce que la France ne peut pas aller sans l'Afrique. C'est impossible. Parce que quand vous allez en France, vous vivez là-bas. Mais vous savez que la France n'a pas de matière première. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien. Pour tourner les machines, c'est ici. Aujourd'hui, si on avait, en tout cas, j'espère, si on a, enfin, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire, on n'a rien, en tout cas. S'il y a des gens qui, aujourd'hui, se rendent compte de l'importance que nous avons vis-à-vis de nos ressources, vis-à-vis de la qualité intellectuelle de notre pays, je pense qu'on peut aujourd'hui essayer de s'en sortir. Parce qu'on est dans le sens de rompre les amarres. Mais dans une moindre mesure. Non, on ne peut pas rompre les amarres. Moi, je ne suis pas catégorique. C'est-à-dire que je ne veux pas taquiner mon ami sur France Dégage.
Bon, moi, je veux dire, hein, ça me dérange, moi, France dégage. Je dis très sincèrement, ce mot France dégage, ça me dérange. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. La France, elle est ce qu'elle est. Quand vous dites France dégage, réfléchissez un peu. Vous avez en France des Sénégalais, vous avez des Burkinabés, vous avez des Ivoiriens, vous avez des gens qui ont vécu là-bas. Et vous dites la France dégage. Ok, la France peut dégager. Les gens qui sont là-bas vont dégager. Ils ont fait leur vie. Et moi, je pense que le problème, ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut le poser. Il faut poser le problème en termes de coopération. Gagnant-gagnant, comme il a dit. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut un peu donner du fouet à quelque chose. C'est-à-dire que le slogan est frappant. Il est dur. Mais je sais que derrière ces gens-là qui soutiennent ce slogan-là, ce n'est pas de rompre les amarres, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde planétaire où la collaboration, les échanges sont tels qu'il n'y a pas un seul État qui peut vivre en léthargie. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Donc, nous avons une relation séculaire avec la France. La seule chose, c'est que nous n'avons pas des gouvernants aujourd'hui capables de poser le débat en disant à la France, écoutez, nous pouvons travailler dans la main, mais les contrats qu'on va signer, nous aussi, nous voulons y gagner quelque chose. Et nous allons y gagner quelque chose. Et là-dessus, s'il le faut, mettre sur le plateau, la balance, mais la possibilité de signer des contrats avec les autres États. Parce que, par exemple, il y a la Russie, il y a les États-Unis, il y a la Chine, mais quand même, qu'est-ce qu'on disait de la France en Centrafrique? On disait que la France, il n'y a personne qui pouvait sortir de la France en Centrafrique. Mais la Russie est venue. J'ai discuté avec les autorités centrafricaines. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que si le Sénégal ne voit plus son intérêt dans la coopération avec la France, quand même le Sénégal a les moyens de dire à la France, non, les contrats que nous signons, nous n'y voyons pas nos intérêts. Essayons de voir avec d'autres États. Le slogan France dégage, ce n'est pas carrément rompre les accords, tous les accords avec la France, mais justement peut-être avec cette forte mainmise de la France sur l'économie sénégalaise. Effectivement, Néné. Pour rappel, nous avons rappelé à Maître que France dégage a été lancé en 2017 et ce n'est même pas France dégage, c'est pour la souveraineté monétaire France dégage. Ce sont les journalistes qui coupent l'intégralité, ils disent France dégage, mais c'est pour la souveraineté. En 1945, après 74 ans, que la France continue de siéger dans les différentes instances de notre Banque centrale. Donc c'est pourquoi on avait lancé cette campagne pour dire, primo, la France doit sortir du franc CFA. Voilà le France dégage. La France doit sortir de la gestion du franc CFA et laisser cette zone à ces pays, parce que vous vous rappelez, lorsque le président Macron était allé à Ouagadougou, dans l'université, il avait dit que le franc CFA appartient aux Africains. Donc c'est à eux de nous montrer que ce franc CFA nous appartient. C'est pourquoi le FRAPP s'est désolé de la récente sortie de Bruno Le Maire qui dit que la France est ouverte à des réformes sur le franc CFA. Le FRAPP est catégorique. Des réformes ambitieuses sur le franc CFA. Le FRAPP est catégorique. Ce n'est pas à la France de dire qu'elle est ouverte à des réformes sur le franc CFA. La France doit justement sortir de la gestion du franc CFA, laisser cette zone aux 15 pays qui la partagent. Maintenant, comme l'a si bien dit Maître, nous pouvons faire des partenariats avec la France. C'est pourquoi même je suis un peu gêné de dire, lorsque les gens disent que est-ce que nous pouvons faire des partenariats avec la France? Non, nous pouvons faire des partenariats avec le reste du monde et pas particulièrement avec la France. Donc c'est cette nouvelle paradigme-là que la jeunesse africaine veut que nos autorités entendent cela. C'est pourquoi le FRAPP met ce débat
au niveau de l'opinion publique. Certes, France Dégage nous a valu des satisfactions parce que certains vont nous dire pourquoi vous dites France Dégage. Justement, moi, je vais te dire réellement que nous disons France Dégage parce que la France siège dans notre comité de politique monétaire, la France siège dans notre conseil d'administration et le franc CFA, du point de vue économique, bloque notre économie. Le franc CFA booste les importations et rétrécit les exportations, d'où un déficit chronique de notre balance commerciale. Donc c'est pourquoi lorsque le président Talon est sorti récemment, je pense que la jeunesse africaine aussi doit être un peu éveillée. La récente sortie du président Talon ne nous fait ni chaud ni froid, parce que lorsqu'on défendait crânement la sortie du franc CFA, il était un des avocats du franc CFA. Donc cette fois-ci, il est juste venu pour exposer les raisons de la France. Ce que Abdoulaye disait, les réformes ambitieuses de la France, c'est ce qu'il a dit. Ce ne sont pas ces démarches à lui seul, ce ne sont pas les démarches du Bénin, mais ce sont les démarches de la zone avec la France. Donc ce sont des propos peu glorieux. La rue africaine continue de dire que la France doit sortir du franc CFA pour la souveraineté monétaire. France dégage. Alors maître, et quand on remonte un petit peu l'histoire, on se rendra compte que nous avons toujours eu des relations bilatérales focardisées, passez-moi l'expression, parce que jusqu'à présent, on peut parler justement de l'existence de cette France-Afrique, mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas important et opportun de nous dire qu'il est important d'utiliser ou de réutiliser la démarche d'Abdoulaye Wade qui avait diversifié, quoi qu'on puisse dire, les partenariats en nous ouvrant à l'Iran, en nous ouvrant à la Chine, en nous ouvrant à l'Inde, etc. Oui, c'est ça qu'il faut. De toute façon, je pense que avoir un seul partenaire en matière économique, ça pose un problème. Parce qu'aujourd'hui, on peut négocier. Je ne sais pas si les autorités sénégalaises ont essayé de négocier concernant les patrouilleurs. Il n'y a pas que la France qui vend, au niveau de la France qu'on vend ça. Est-ce que les autorités sénégalaises ont essayé de faire jouer quand même la concurrence ? Mais ça, je ne sais pas si aussi elles ont tenté cela. C'est là où vraiment c'est dommage. Parce qu'on aurait pu essayer de voir avec les autres puissances, que ce soit la Russie, que ce soit la Chine, pourquoi pas les États-Unis. Ils ont quand même, même si on ne le dit pas, une mini-base ici. Les Américains, on pourrait négocier ce genre de... Mais pourtant, d'une part, ça s'explique et ça se fait. Parce que d'aucuns soutiennent que la France est en train de perdre du terrain. On l'a vu avec les partenaires. Il y a les Chinois, il y a les Marocains, entre autres. Autoroute Ila Touba, ça a été confié peut-être à des Chinois. Donc, d'aucuns soutiennent que la France perd effectivement du terrain. La France perd du terrain, certes, comme ça. Ou la France est revenue en force. Non, mais parce que comme ça, on pense que la France perd du terrain. Mais en réalité, elle ne perd pas trop de terrain, la France. Parce qu'elle est quand même, elle est là, elle est dans toutes les instances, parce que la France accompagne ces pays-là. Parce que quand vous allez dans les instances internationales, là où siègent, par exemple, certains États africains, moi j'ai eu vent du soutien apporté par ces États-là à la France pour voter certains accords. Donc, quel est le deal pour que ces pays-là puissent voter, pour que la France puisse faire passer certains accords? Voilà, on nous dit, c'est vrai, c'est une sorte de mirage comme quoi, oui, la France peut-être perd du terrain, mais la France ne perd pas de terrain. Surtout ici au Sénégal, la France ne perd pas de terrain parce que... La France est revenue en Mais force. ce qui me dérange par contre, oui, allez-y. Oui, mais parce qu'en fait, il y a cette trop présence de la France, parce que les gens le disent, il y a un retour en force de la France à un moment où la France discute, ou j'allais dire se dispute avec le Madagascar en ce qui concerne les îles éparses. Oui. La France, Macron a dit, ici c'est la France en parlant des îles Mayotte que réclament les Comores. Au niveau de l'océan Indien, c'est un débat justement autour de la souveraineté de plusieurs pays avec une présence trop française. En Afrique occidentale, principalement au Sénégal, au Mali, le débat est encore posé. Donc, la France, est-ce que c'est le diable en noir ou le diable en blanc? C'est une bonne question. Mais bon, moi je ne vais pas culpabiliser la France pour la bonne et simple raison que, quand même, comme je disais tout à l'heure, c'est que si la France arrive à faire ça, c'est parce que devant, il n'y a personne.
C'est ça le problème. Si au poste qu'il faut, on n'a pas les gens qu'il faut, les hommes qu'il faut, ben c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que vous baissez toujours devant ces gens-là. Parce que, intellectuellement, mais on a fait les universités avec eux. Moi, j'ai vu je me souviens en 2012, juste pendant la période de Wade, quand Wade était là, j'avais un promotionnaire avocat. On s'est retrouvés quelque part à Paris, on discutait, je crois que c'était lors d'un congrès. Il me dit, mais moi je suis conseiller de votre président. Je n'en revenais pas. Je me dis, mais conseiller en quoi? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce complexe-là. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont obligés, malheureusement, même pour aller signer des contrats, il faut l'onction du blanc. C'est-à-dire que le blanc, lui, il faut qu'il vous donne son onction pour que vous disiez oui, c'est bon ou c'est pas bon. C'est-à-dire que de vous-même, vous êtes incapable de vous défendre. De vous-même, vous êtes incapable de défendre les intérêts de votre pays, de votre nation. Et aujourd'hui, la France le sait. Mais la France vient avec ses intérêts et puis voilà. C'est aussi simple. En tout cas, alors, si d'aucuns soutiennent que justement la France est en train de perdre du terrain, d'autres parlent de recolonisation. C'est le néocolonialisme qui est dangereux et qui tue, entre autres, les petites et moyennes entreprises. C'est ce qu'on appelle dans le jargon géopolitique le néocolonialisme, même si un de mes célèbres professeurs parle de neurocolonialisme, Cheikh Omar Diagne, qui est un fervent défenseur de l'anti-impérialisme. Donc, pour revenir dans ce débat, je pense que il ne faut pas perdre de vue que le FRAPP France Dégage est une organisation anti-impérialiste. Nous ne sommes pas des anti-français déjà, mais le FRAPP France Dégage est une organisation anti-impérialiste. Et force est de constater qu'actuellement, et depuis le bel l'État français est un État impérialiste. Il ne faut pas perdre de vue cela. L'État français, de par ses actions, est un État impérialiste. Donc c'est tout à fait logique que le principal pays qui est dans notre ligne de mire devient la France. Pour revenir dans ce débat, je pense que le neurocolonialisme actuellement a 4 ramifications. Une ramification politique, une ramification culturelle, une ramification monétaire, une ramification budgétaire et enfin même une 5e ramification qui est la ramification sécuritaire. Sûrement nous allons revenir parce que hier Edouard Philippe a fait une déclaration dans ce sens, nous allons y revenir. Mais considérant ces 5 ramifications du néocolonialisme, nous savons pourquoi les pays de la zone franc font partie des 25 pays les plus pauvres au monde. Les pays de la zone franc font partie des 25 pays les plus pauvres au monde. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'en Afrique, il n'y a que 2 camps. L'Afrique soumise et l'Afrique insoumise. Et dans le cas concret des pays de l'UEMOA et des pays de l'Afrique de l'Ouest, nous avons la plupart des dirigeants insoumis, des dirigeants soumis du moins. C'est ce que disait Maître tout à l'heure. Tout ce que nous l'on dit sur la France, cela a été perpétré via l'aide des dirigeants qui sont ici. La France ne peut pas directement venir et signer, la France ne peut pas directement venir profiter de nos ressources naturelles. Sûrement, il y aura des collaborateurs. Bien sûr. Et ce sont ces collaborateurs-là que des organisations comme le FRAPP attaquent directement. Donc c'est pourquoi ces différentes ramifications monétaires, budgétaires, sécuritaires, du point de vue économique, en résumé, donc bloquent l'essor de nos économies. Donc c'est pourquoi il est tout à fait logique que dans un cas contraire du pays comme le Sénégal, qui est notre sujet, avec un taux de croissance, en tant qu'économiste, que je ne dénie pas, un taux de croissance de 6,8%, que le gourgole ne ressent pas ça dans sa poche. Oui. Parce que toutes les maigres ressources produites par cette croissance seront extraverties. Le professeur Kassé, un de mes doyens à la faculté des sciences économiques et de gestion, dit que au Sénégal, si le PIB est établi à 100%, les 70% vont être répatriés vers l'extérieur. Donc ce sont les 30% qui vont rester ici au Sénégal. Avec 30%, est-ce qu'on peut faire face aux différents besoins de financement de nos économies? Donc c'est pourquoi des organisations comme le FRAPP ont compris les principales causes de nos sous-développements. Les principales causes de nos sous-développements sont beaucoup plus structurelles. Et en parlant de ces causes structurelles, il y a le néocolonialisme. Le Sénégal et les pays de la zone franc et certains pays africains sont dans le gouffre. Ces pays sont dans le boulimie des pays occidentaux, parce que ce sont les pays occidentaux qui sont les principaux pays impérialistes. Donc ils ne peuvent pas se détacher de cette mainmise de ces pays. C'est pourquoi nous, notre principal slogan, c'est « Domire moins tabac ». Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Certes, on doit s'ouvrir, mais il faut aussi prendre en considération les réalités économiques au niveau local. J'ai été très sidéré de voir, lors de ces différents échanges de partenariat avec le gouvernement français et le partenaire français, l'absence du privé sénégalais.
On n'a pas vu le patronat sénégalais, on n'a pas vu le club des investisseurs sénégalais. Et eux, ils sont venus avec le patronat français. Donc cela montre encore une fois que l'État, durant les élections, il nous avait vendu que le PSE2 sera en marche et le PSE2 sera dédié au secteur privé. Donc, mais jusqu'à présent, le secteur privé sénégalais tarde à porter le flambeau de la croissance économique. Et il ne faut pas se tromper. Le pays où est né le libre-échange, c'est la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne, avant de créer le libre-échange et la mondialisation, c'est protégé durant 200 ans pour protéger ces petites et moyennes entreprises jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment fortes pour s'ouvrir et conquérir le monde. Donc l'Afrique ne doit pas être l'exemple qui va réussir. L'Afrique doit se protéger. Nous devrons protéger notre économie. Au Sénégal, selon l'ANSD, 64% de nos petites et moyennes entreprises meurent avant 3 ans d'activité. Est-ce qu'on peut prétendre au développement avec ce chiffre? La réponse est non. Donc nous devrons déjà faire une rétrospection au niveau local, armer notre secteur privé, avoir les politiques économiques souveraines, parce que l'économie, c'est le budget, c'est la monnaie. Donc il faut avoir des politiques économiques souveraines, se détacher du joug de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui seront que là pour faire des ajustements trésoriers et voir le bout du tunnel, faire de bons partenariats et développer le continent africain. Alors, il a donné l'exemple de la Grande-Bretagne, on peut également donner l'exemple de la Chine, hein, de Mao Zedong, d'accord? Quoi qu'on puisse dire, à travers la révolution culturelle, à travers la campagne des sans-fleurs, et j'en passe, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas urgent, justement, pour l'Afrique? Parce que, quoi qu'on puisse dire, nous avons vécu 300 ans d'esclavage, un siècle de colonisation, et depuis lors, donc on parle justement de l'existence encore du néocolonialisme. Les plans d'ajustement structurel, nous les avons vécus et aujourd'hui nous vivons d'autres plans d'ajustement structurel sous d'autres formes et sous d'autres connotations économiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui que l'Afrique, dans sa majorité, l'Afrique dans sa globalité, cherche vraiment le moyen le plus adéquat pour avoir une économie, j'allais dire des économies fortes? Oui. Mais cela suppose des dirigeants autonomes. Vous savez, le problème, c'est... Moi, j'ai tellement peur de l'infiltration. Vous savez... Est-ce que c'est une question de citoyenneté patriotique ou de patriotisme citoyen? L'autonomie, c'est départir de la présence de l'autrui, c'est-à-dire de la présence, bon, on prend l'exemple, nous c'est la présence française, c'est-à-dire se dire qu'on peut s'en sortir seul. On a tous les éléments intellectuels, économiques, pour nous en sortir seuls, sans qu'on ait besoin de l'apport, par exemple, de la France. Vous voyez ?